Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu brûlant dans le monde des sports d'endurance, le régime cétogène. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est intéressant pour le sportif d'endurance? Et surtout, est-ce qu'il peut vous rendre plus performant? Je vous explique tout. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nouchka, je suis diététicienne du sport et mon but c'est de vous aider à acquérir des connaissances en nutrition pour mieux maîtriser votre alimentation. Ce régime qui consiste à consommer beaucoup de graisse et peu de glucides a gagné en popularité chez les athlètes, surtout d'endurance. Aujourd'hui sur mes réseaux, j'ai souvent des échanges musclés avec des fervents défenseurs de ce régime et je me suis dit que j'allais faire une vidéo YouTube pour qu'on en parle ensemble de A à Z de façon bien plus détaillée qu'en une vidéo de 1 minute sur Insta ou bien en quelques échanges commentaires. Ce qu'il faut bien comprendre avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que moi, je ne suis pas là pour vous exposer mes idées, mes convictions, mes préférences et compagnie. Moi, je suis là pour vous vulgariser les données que nous avons de la littérature scientifique pour essayer de vous dresser un tableau qui ressemble le plus possible à la vérité. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ne vous en prenez pas à moi comme ça peut souvent être le cas, mais plutôt à la science car je ne fais que la rapporter. Et tant qu'on parle de science, sachez que la lecture scientifique, c'est une discipline qui peut être complexe. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sortent des études en prenant que leurs conclusions, qui les arrangent, et sans regarder la méthodologie, et ça, c'est un vrai problème. J'en parle souvent si vous me suivez sur Insta. Si c'est pas le cas d'ailleurs, je vous remets mon compte où je publie tous les jours du contenu sur la nutrition sportive, le sport et la science. Et puisque je suis en train de développer ma chaîne YouTube, si vous suivez mes vidéos, vous allez très vite comprendre comment je fonctionne, comment je travaille et comment j'analyse les études scientifiques. En somme, ne buvez pas bêtement des paroles séduisantes sur les réseaux sociaux en lisant juste la conclusion ou en prenant une étude isolée avec une méthodologie éclatée quand le consensus scientifique dit l'inverse. Bref, maintenant que j'ai introduit le truc et que de toute façon je suis consciente que mes paroles ne plairont pas à tout le monde, on peut y aller. Alors, le régime cétogène est-il vraiment l'option la plus optimale pour les sports d'endurance? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Ok, les objectifs de cette vidéo sont simples. Vous expliquer ce que c'est exactement et s'il peut être efficace ou non dans les disciplines d'endurance. Le régime cétogène, souvent appelé keto, est un régime alimentaire qui se caractérise par une consommation très faible en glucides, une proportion modérée en protéines, souvent semblable à un régime normal, et une teneur élevée en graisse. Ce régime vise à induire un état métabolique appelé cétose, où le corps utilise les graisses comme principale source d'énergie plutôt que les glucides. Dans ce type de régime, les graisses constituent environ 70 à 80% de l'apport énergétique total contre 30-35% en moyenne dans un régime classique pour le sportif d'endurance. L'apport énergétique total, c'est l'ensemble des calories qu'on va consommer au quotidien parce que oui, le but ce n'est pas de réduire les calories, ce qui pourrait conduire au surentraînement, mais juste de réduire les glucides. Ces calories étant apportées par les 3 macronutriments qui sont les lipides, les protéines et les glucides. Parmi les aliments qui sont riches en lipides, on va trouver les huiles végétales, le beurre, l'avocat, les graines oléagineuses, les poissons gras ou encore le fromage. Oui, ce n'est pas une liste exhaustive, mais je vais pas citer tous les aliments riches en graisse dans cette vidéo. Si par contre vous voulez un site très bien qui référence tous les aliments et que vous pouvez classer par teneur en protéines croissantes, décroissantes, par teneur en fer, en iode, en magnésium ou ce que vous voulez, c'est le Sequal, un site de l'ANSES. Je vous mets le lien en description. D'ailleurs, vous retrouverez les valeurs nutritionnelles de tous les aliments sur ce site. Revenons à notre régime cétogène. Dans ce dernier, les protéines représentent environ 10 à 20% de l'apport énergétique. Les sources de protéines incluent la viande, le poisson, les œufs, les légumineuses, le soja ou encore certains produits laitiers. Et dans ce régime, les glucides sont limités à environ 5 à 10% de l'apport énergétique quotidien, ce qui correspond généralement à moins de 50 grammes de glucides par jour. Bien sûr, cela varie en fonction de notre apport calorique global. Quand on est sportif, ça représente un peu plus, mais pour vous donner un élément de comparaison, dans un régime basique, je dis basique parce que je sais pas trop comment on peut l'appeler autrement, disons plutôt un régime glucidique, les glucides représentent environ 50% de l'apport énergétique total et jusqu'à 55-60% chez le sportif d'endurance, voire 70% dans les jours qui précèdent une épreuve de longue distance. J'y reviendrai sûrement dans une prochaine vidéo. Parmi les aliments riches en glucides, on va retrouver les céréales, les pâtes, la pomme de terre, le riz, les légumineuses, les fruits, le miel ou la confiture, bref, tous ces aliments qui vont être évincés de l'alimentation cétogène ou alors fortement limités. Attention, le régime cétogène diffère d'un régime low carbs où le but est de réduire les glucides mais pas de quasiment les supprimer. On n'a pas les mêmes adaptations sur la finalité. Aujourd'hui, je vous parle du régime cétogène, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous parle d'autres stratégies de manipulation glucidique.
Initialement, ce régime fut développé pour traiter certaines conditions médicales comme l'épilepsie chez les enfants, dans des contextes bien précis donc. Puis il a gagné en popularité pour la perte de poids, l'amélioration de la composition corporelle et parfois dans le cadre de la gestion de certaines maladies chroniques comme le diabète de type 2 et des maladies métaboliques. Et plus récemment pour son potentiel intérêt dans les sports d'endurance. Bon, moi j'aime bien expliquer en détail ce qui se passe dans chaque mécanisme ou voie métabolique pour que vous ayez tous les éléments en main afin de tout comprendre. Donc je vais quand même vous faire une explication sur les mécanismes de l'acétose et l'état dans lequel l'organisme se retrouve lorsque l'on suit rigoureusement un régime cétogène. L'acétose est un état métabolique dans lequel le corps, en l'absence de suffisamment de glucides dans l'alimentation pour fournir de l'énergie, commence à décomposer les graisses stockées en acides gras et en glycérol qui sont ensuite convertis en cétones par le foie. Ces cétones servent alors de source d'énergie alternative pour le corps, en particulier pour le cerveau qui ne peut pas utiliser directement les acides gras comme carburant. Lorsque l'apport en glucides est considérablement réduit, les réserves de glycogène dans le foie et les muscles diminuent, ce qui amène le corps à chercher d'autres sources d'énergie. Le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose dans notre foie et nos muscles qui sert d'énergie directement disponible à l'effort, notamment lors d'efforts intenses. Le corps augmente la décomposition des triglycérides stockés dans le tissu adipeux en acides gras libres et en glycérol qui peuvent être utilisés pour produire de l'énergie. Une molécule de triglycérides, c'est 3 glycérols liés à un acide gras. Le foie convertit une partie de ces acides gras et du glycérol en cétones, tels que l'acétoacétate, le bêta-hydroxybutyrate et l'acétone. Bref, les noms, on s'en fiche un petit peu. Une fois qu'on a nos petites cétones, ils sont transportés par le sang vers les différents tissus où ils sont oxydés dans les mitochondries pour produire de l'énergie. Les mitochondries sont des centrales énergétiques de nos cellules. Imaginez la mitochondrie comme une petite usine qui transforme les aliments que nous mangeons en énergie que la cellule peut utiliser pour fonctionner. Lorsque nous mangeons, notre corps décompose les aliments en petites briques, notamment en glucose et en acides gras. Ces petites briques sont ensuite transportées jusqu'aux mitochondries présentes dans nos cellules. À l'intérieur de la mitochondrie, ces briques subissent une série de réactions chimiques complexes permettant de convertir les aliments que nous mangeons en ATP ou adénosine triphosphate, une forme d'énergie que la cellule peut utiliser notamment pour assurer la contraction musculaire. Les mitochondries jouent donc un rôle crucial dans notre survie car elles fournissent l'énergie nécessaire à nos cellules pour accomplir toutes leurs fonctions, comme se déplacer, se diviser et communiquer avec d'autres cellules. Revenons à notre cétose. Contrairement aux acides gras, les cétones peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, une barrière qui a pour fonction principale d'isoler le système nerveux central de la circulation sanguine pour empêcher que des substances étrangères ou des molécules potentiellement toxiques ne pénètrent dans le cerveau et la moelle épinière. En traversant cette barrière, elles peuvent fournir une source d'énergie pour le cerveau qui d'habitude est glucodépendant et donc ne fonctionne qu'au glucose. L'adaptation à l'acétose peut prendre plusieurs jours à quelques semaines, pendant lesquelles le corps ajuste ses enzymes et voies métaboliques pour passer d'une dépendance aux glucides à une utilisation efficace des graisses et des cétones comme principale source d'énergie. C'est une des difficultés de ce régime finalement, car il faut tenir le régime sans sortie de route pendant de longs jours ou de longues semaines. Et la moindre pizza qui passe par là, finalement, pète les adaptations métaboliques. Après, ce sont des choix perso, mais moi, j'aime trop la pizza et d'autres trucs glucidiques, que je citerai pas sinon on va me lyncher. Bref, en résumé, le régime cétogène, c'est un régime alimentaire spécifique qui vise à induire l'acétose, un état métabolique où le corps utilise principalement les graisses et les cétones comme source d'énergie. Cétones pour le cerveau et graisses pour le muscle pour faire très simple. Abordons maintenant les éléments qui font qu'aujourd'hui le régime cétogène est populaire dans les sports d'endurance. Comme on l'a vu jusqu'ici, le régime cétogène est une approche alimentaire caractérisée par une consommation élevée de graisse et une consommation modérée de protéines et une faible consommation de glucides. Cette répartition macronutritionnelle pousse le corps à entrer dans un état métabolique nommé cétose où il utilise principalement les graisses et les cétones comme source d'énergie plutôt que les glucides. Il y a une théorie nommée théorie de l'efficacité énergétique des graisses qui repose sur le principe que les graisses fournissent une source d'énergie plus dense que les glucides. En termes de contenu énergétique, les graisses offrent environ 9 calories par gramme, tandis que les glucides en fournissent environ 4 par gramme. Après, on n'utilise pas directement l'énergie des calories qu'on consomme, ça doit d'abord être converti en ATP, la principale source d'énergie utilisable par les cellules. Donc ce qui est intéressant, c'est peut-être de comparer la production d'ATP à partir des glucides par rapport à celle à partir des lipides. C'est la partie un peu technique de cette vidéo parce que je vais vous parler des voies métaboliques, d'ATP et compagnie, mais accrochez-vous, je vais faire vite et simple.
Pour une molécule de glucose, on a un rendement net de 2 ATP pour la glycolyse, qui est, pour faire simple, la voie de dégradation du glucose. Dans le cycle de Krebs et la chaîne de transport des électrons au sein des mitochondries, une molécule de glucose peut produire environ 30 à 32 molécules d'ATP supplémentaires, selon l'efficacité du transport des électrons et du gradient de protons. En résumé, la combinaison de la glycolyse, du cycle de Krebs et de la chaîne de transport d'électrons peut produire un rendement total d'environ 30 à 34 ATP par molécule de glucose oxydé, en tenant compte des variations dues à la cellule et aux conditions métaboliques. Pour une molécule d'acide gras, en prenant comme exemple l'acide palmitique, qui est un type d'acide gras, la bêta-oxydation, qui correspond à la dégradation des acides gras, permet un rendement total d'ATP après bêta-oxydation, cycle de Krebs et chaîne de transport d'électrons de 106 à 108 ATP. Encore une fois, ça peut légèrement varier. Donc, en clair, en comparaison de la production d'ATP, on observe qu'elle est généralement plus élevée pour les acides gras oxydés que pour les glucides. Cependant, car oui, il ne faut pas s'arrêter à ça, l'utilisation des glucides permet de fournir de l'énergie plus rapidement, ce qui est très important pour les efforts de haute intensité. Sans oublier que même si on peut jouer sur l'utilisation des différents substrats, glucides ou lipides, on utilise quand même toujours les deux en fonction de différents paramètres, durée, intensité, altitude, état des stocks en glycogène, stress, dernier repas, alimentation à l'effort. En gros, c'est pas un interrupteur on-off pour les glucides et les lipides, c'est plus des curseurs qu'on ajuste. Bon, c'est séduisant de savoir qu'on a un meilleur rendement pour les lipides, mais est-ce que finalement, concrètement, on peut tourner qu'aux lipides à l'effort? Pour faire l'analogie, est-ce que sur ma voiture hybride, je peux tourner qu'à l'électrique? Car tout cela peut nous conduire à penser que les graisses fournissent une source d'énergie plus durable pour les exercices d'endurance, où l'efficience énergétique est cruciale. Et c'est en partie vrai lorsqu'on regarde les rendements énergétiques. Les défendeurs du régime cétogène soutiennent également qu'en s'adaptant à utiliser les graisses comme principale source d'énergie, le corps peut accéder à une réserve d'énergie quasi inépuisable, même chez les individus les plus minces, comparativement aux réserves de glycogène qui sont limitées. Parce que oui, nos réserves de glycogène sont limitées. On en a environ 400-500 grammes dans le muscle et 100-150 grammes dans le foie, alors que nos réserves en lipides sont quasi infinies puisqu'on en a plusieurs kilos. J'aimerais m'attarder 2 secondes sur le glycogène, la forme de stockage du glucose dans le corps. C'est une source d'énergie rapide et efficace, surtout pour les exercices de haute intensité, mais pas que, parce que même à des niveaux intermédiaires d'intensité, on utilise des glucides. Donc je vous laisse imaginer ce qui se passe si on en manque. On va utiliser plus de protéines, plus de graisse, mais on va aussi devoir diminuer l'intensité, et cela peut conduire à des hypoglycémies et donc une baisse de performance. On va voir juste après qu'on réagit tous différemment à tout ça, parce que j'en vois venir certains dans les commentaires, moi je fais des ultras, je suis céto-adapté et tout se passe bien. Bref, j'y reviens juste après. Les partisans du régime cétogène avancent également que, en réduisant la dépendance aux glucides, le corps préserve ses réserves de glycogène pour les moments où une énergie rapide est nécessaire. Cela pourrait théoriquement permettre aux athlètes d'endurance de maintenir leur performance plus longtemps sans subir les effets de l'épuisement du glycogène. Mais comme je vous l'ai dit, on utilise toujours des glucides. Ce n'est pas un interrupteur on-off, ce sont plutôt des curseurs qu'on ajuste en fonction des différents paramètres. Il est important de noter également que la transition vers une utilisation efficace des graisses comme source d'énergie principale nécessite une période d'adaptation qui peut varier d'une personne à l'autre et s'accompagner de freins importants tels que la diminution temporaire des performances et des modifications de l'état santé général. De plus, la recherche scientifique sur l'efficacité du régime cétogène pour les sports d'endurance est mixte. Certains travaux suggérant des avantages potentiels tandis que d'autres indiquent plutôt peu de différence ou même une détérioration de la performance par rapport à une alimentation riche en glucides comme on va le voir juste après. Après avoir exploré les fondements du régime cétogène, nous allons maintenant plonger dans ses implications pratiques, surtout dans le cadre des sports d'endurance. Ce régime implique certains défis, tant sur le plan social que nutritionnel. La première difficulté du régime cétogène est souvent sociale. Les repas entre amis, en famille, les événements sociaux et les imprévus peuvent devenir des obstacles car les options alimentaires cétogènes sont moins disponibles. Donc la nécessité de planifier à l'avance et de parfois refuser des aliments non conformes au régime peut créer un sentiment d'isolement et de frustration chez ces athlètes. Sur le plan nutritionnel, le risque de carence est réel. Un régime cétogène strict peut entraîner un manque de certains micronutriments, notamment de vitamines et de minéraux, et d'antioxydants également, que l'on retrouve dans les fruits, les légumes et d'autres aliments glucidiques que l'on exclut de l'alimentation. Idem pour les fibres alimentaires. En réduisant les fruits et féculents, on réduit les fibres alimentaires qui sont bénéfiques pour le système digestif et le microbiote. Autre problème, et pas des moindres dans les sports d'endurance, une consommation élevée de graisse diminue la vidange gastrique et augmente le transit, ce qui peut être incommodant et conduire à des troubles digestifs. Donc, mener ce genre de régime demande une attention particulière, notamment au niveau de la diversification
diversification des sources de graisse et à l'inclusion de légumes à faible teneur en glucides pour pallier à ces carences. Ce n'est pas un régime à prendre à la légère lorsque l'on décide de le débuter et le problème c'est que beaucoup le commencent après avoir lu 3 posts de compte keto sur Instagram et ça c'est hyper problématique. En ce qui concerne l'adaptation au régime cétogène et le temps d'adaptation nécessaire, c'est un processus qui varie d'une personne à l'autre. En général, cette transition prend quelques semaines. Au bout de 3 jours, les mécanismes de la cétose se mettent déjà en place, mais il faut 3 à 6 semaines pour que le sportif arrive à s'adapter. Et pendant cette période, on peut ressentir ce que l'on appelle une grippe cétogène, qui peut se manifester par de la fatigue, des maux de tête et une baisse temporaire des performances. Donc il faut y aller progressivement, se faire accompagner pour éviter de faire n'importe quoi, et garder en tête que la durée nécessaire pour atteindre une cétose efficace varie, donc il faut prendre quelques semaines avant de juger de l'impact ou non sur la performance sportive. Certains sportifs qui pratiquent le régime cétogène introduisent périodiquement des glucides autour des séances d'entraînement intenses. C'est une stratégie que l'on appelle cétogène cyclique, où l'on alterne entre des jours de régime cétogène strict et des jours de recharge en glucides. L'idée derrière cette cétogène cyclique, c'est de profiter des avantages métaboliques de la cétose tout en permettant une certaine flexibilité dans l'apport en glucides, ce qui peut être bénéfique lors des journées d'entraînement intensives ou de compétition, car les jours de recharge en glucides aident à reconstituer les réserves de glycogène musculaire et hépatique, ce qui peut être crucial pour les performances d'endurance. Cependant, cette alternance peut influencer les adaptations métaboliques à la cétose. Le passage régulier d'un état de cétose à un état avec des niveaux de glucides plus élevés peut ralentir ou perturber le processus d'adaptation métabolique complet au régime cétogène et le corps peut devenir moins efficace à utiliser les graisses comme principale source d'énergie. Une fois encore, l'effet de la cétogène cyclique sur les adaptations métaboliques dépend de nombreux facteurs tels que la fréquence et l'intensité des cycles de recharge en glucides, l'individualité métabolique et le type et l'intensité de l'entraînement. Certains athlètes peuvent trouver un équilibre qui leur permet de maximiser à la fois les avantages de la cétose et les performances lors des recharges en glucides, tandis que d'autres peuvent constater que cela perturbe leur progression et leur adaptation à la cétose. Bon, vous l'avez compris, ce n'est pas un régime qui est facile à tenir et il y a des risques. La question à se poser finalement c'est, est-ce que ces risques en valent le coup ou non? Est-ce que si je suis un régime cétogène, je vais être plus performant ou non? C'est la question à laquelle je vais répondre car j'ai pris le temps d'analyser pour vous ce que nous dit la littérature scientifique et je peux vous dire que je l'ai étudié en long, en large et en travers. Il y a beaucoup de données dispo sur le sujet, donc j'ai fait une sélection logique que je vais vous exposer maintenant. Avant de rentrer dans le détail des études, c'est hyper important pour vous de comprendre que lorsqu'on décide de lire une étude et de se baser sur ses résultats, il ne suffit pas de regarder la conclusion, mais toute l'étude dans son ensemble. Et par là, j'entends de comprendre comment les études sont menées, quel est l'échantillon, la durée de l'étude, le protocole, etc. Dans le cadre du régime cétogène, par exemple, on sait que la durée du régime impacte énormément les résultats sur les adaptations métaboliques et les performances. Lorsque l'on regarde les études à court terme, sur quelques jours seulement, on observe plutôt une diminution des performances car généralement, on n'est pas encore céto-adapté. Bref, rentrons dans le vif du sujet. La première étude que je vous présente est une étude transversale de 2015 portant sur 20 ultramarathoniens et triathlètes longue distance à haut niveau, âgés de 21 à 45 ans. Une étude transversale est un type de recherche observationnelle qui est utilisé pour analyser des données provenant d'une population ou d'un sous-ensemble représentatif de celle-ci à un moment spécifique. Contrairement aux études longitudinales qui suivent les participants sur une période de temps pour observer l'évolution et les changements, les études transversales donnent une photographie instantanée des caractéristiques ou des résultats à un point donné dans le temps. Elles sont généralement moins coûteuses et plus rapides à réaliser que les études longitudinales, mais leur principal inconvénient, c'est qu'elles ne permettent pas d'établir des relations de cause à effet. Dans cette étude, les participants ont été divisés en 2 groupes selon leur régime alimentaire habituel. Soit un groupe suivant le régime cétogène, soit un groupe suivant un régime plus traditionnel, riche en glucides, pendant une moyenne de 20 mois, l'intervalle variait de 9 à 36 mois. Des mesures métaboliques comme la consommation d'oxygène, la production de CO2, les niveaux de cœur cétonique, les réserves de glycogène et d'autres indicateurs pertinents ont été prises. Les tests ont été effectués sur 2 jours. Le premier jour, les participants ont effectué un test de consommation maximale d'oxygène au cours duquel l'oxydation maximale des graisses a été déterminée. Le test impliquait un échauffement de marche de 3 minutes à 3,5 miles par heure, suivi d'étapes de 2 minutes qui augmentaient progressivement la vitesse et l'inclinaison linéairement pour provoquer une augmentation de 5% du VO2 à chaque étape. Le test a été considéré comme terminé lorsque les sujets ont volontairement arrêté le tapis roulant.
Le jour 2 consistait en une course sur tapis roulant à 64% de la consommation maximale d'oxygène pendant 180 minutes pour déterminer les réponses métaboliques avant, pendant et après l'exercice. Les résultats de cette étude ont montré que le groupe cétogène par rapport au groupe glucidique avait des taux 2 fois plus élevés d'oxydation maximale des graisses à des intensités d'exercice plus élevées et une plus grande capacité à oxyder les graisses à des intensités d'exercice plus élevées. Des taux d'oxydation des graisses 2 fois plus élevés pendant un effort sous-maximal. Et aucune différence dans les concentrations de glycogène musculaire avant l'exercice, le taux d'utilisation du glycogène pendant l'exercice et le taux de synthèse du glycogène pendant la récupération. Donc cette étude est une des premières à montrer que l'adaptation cétogène sur le long terme chez les athlètes d'endurance à haut niveau est associée à une capacité plus importante d'oxydation des graisses au cours de l'exercice, tout en maintenant des niveaux de glycogène musculaire identiques. Cependant, malgré ces différences au niveau métabolique, cette étude n'a pas mesuré la performance entre les deux groupes. On sait que sur du long terme, on oxyde plus de graisse, mais finalement, est-ce que ça se traduit par de meilleures performances ou non? Allons chercher dans d'autres études. La deuxième étude que je veux vous présenter est un essai contrôlé randomisé de 2017. Un essai contrôlé randomisé, c'est une technique qui consiste à sélectionner de façon aléatoire, à partir d'une population admissible, le groupe expérimental qui bénéficiera d'une intervention et le groupe contrôle qui servira de point de comparaison afin d'évaluer l'effet de cette intervention. L'échantillon était composé de 29 athlètes de niveau international qui se préparaient pour les Jeux Olympiques de 2016, répartis en 3 groupes. Le premier groupe de 9 athlètes suivait un régime haut en glucides, le deuxième groupe composé de 10 athlètes suivait un régime à restriction glucidique périodisée, et enfin on avait un troisième groupe de 10 athlètes qui suivait un régime cétogène. L'apport calorique était contrôlé mais ne différait pas entre les différents groupes dans cet essai, et les 29 athlètes ont tous suivi le même programme d'entraînement pendant 3 semaines. Les résultats au terme de ces 3 semaines d'études sont les suivants. L'utilisation des substrats a été modifiée puisque dans le groupe cétogène, on a pu observer une forte réduction de l'oxydation des glucides au profit des lipides. Il n'y avait pas de différence dans les autres groupes. Dans le groupe cétogène, la fréquence cardiaque, la perception de l'effort, le coût énergétique de l'exercice en oxygène étaient plus élevés que dans les deux autres groupes. L'économie de course et la quantité d'oxygène utilisée à une vitesse donnée avaient diminué dans le groupe cétogène contrairement aux deux autres groupes. Les athlètes des groupes hauts en glucides et restrictions glucidiques périodisées ont amélioré de façon significative leur performance de course sur 10 km après les 3 semaines d'entraînement. Moins 190 secondes pour le groupe haut en glucides et moins 124 secondes pour le groupe périodisé. Il n'y avait pas de différence dans le groupe cétogène ou alors une petite diminution avec plus 23 secondes. Sur la course de 25 km à une vitesse fixe, les consommations d'O2 dans le groupe cétogène a augmenté alors que dans les deux autres groupes, on a pu observer une diminution du pourcentage de la capacité maximale aérobie nécessaire pour maintenir la vitesse. Donc, conclusion de cette étude, on a certes pu observer une augmentation de l'oxydation des graisses pour le groupe cétogène, mais une diminution des performances d'endurance contrairement aux deux autres groupes. Nouvel essai randomisé contrôlé de 2019, mené sur 8 coureurs pendant 31 jours pour étudier l'effet d'un régime cétogène sur la capacité d'exercice et l'efficacité sous-maximale. Les coureurs ont été répartis en deux groupes, régime normal et régime cétogène. D'après les auteurs, la mise en place d'un régime cétogène sur 31 jours a diminué les performances en endurance et l'efficience à l'exercice, surtout pour les efforts d'une intensité supérieure à 70% de la VO2 max. Et ça, même si l'oxydation des graisses était meilleure. Il y a donc un risque de diminution des performances en endurance avec l'adoption d'un régime cétogène à court terme. Mais si vous avez suivi jusque-là, ça doit pas trop vous étonner. Les deux dernières études sont un petit peu plus concrètes et intéressantes puisqu'il s'agit de deux méta-analyses. Une méta-analyse, pour faire simple, c'est une synthèse des différentes études qui existent sur un sujet donné. Ok, on a une revue de 2020 qui a étudié les preuves de la littérature scientifique concernant l'effet du régime cétogène de l'athlète d'endurance sur la consommation maximale d'oxygène et les résultats de performance secondaire. Dans l'introduction de cette présente étude, les auteurs nous informent qu'il n'existe pas d'examen systématique soutenant les bénéfices supposés du régime cétogène sur les performances d'endurance, alors même que certains athlètes réputés l'ont déjà adopté. Cette étude nous dresse donc un tableau de l'étendue des preuves scientifiques disponibles sur le sujet pour répondre à cette hypothèse. Les auteurs ont retenu 7 articles éligibles, 6 essais prospectifs et une étude de cas. Ces études évaluaient l'effet d'une alimentation cétogène par rapport à un groupe contrôle sur le VO2 max, qui est un marqueur de performance pertinent. D'autres marqueurs secondaires de performance ont également été évalués. Les effets de la mise en place du régime cétogène sur le VO2 max étaient mitigés. 2 études ont rapporté des augmentations significatives du VO2 max pour tous les régimes et 4 n'ont pas rapporté de résultats significatifs du VO2 max. Aucune étude n'a rapporté une amélioration spécifique
au régime cétogène. Concernant les marqueurs secondaires de performance maintenant, les résultats étaient aussi hétérogènes. 4 études n'ont trouvé aucune différence significative entre les groupes. 3 études ont identifié une baisse de performance uniquement dans le groupe cétogène. Et une étude a identifié une amélioration des performances uniquement dans le groupe contrôle, ou riche en glucides. Une étude a identifié une amélioration des performances dans le groupe régime cétogène et une diminution dans celui habituel. En bref, une seule étude a montré une amélioration d'un des marqueurs de performance. Les autres n'ont montré soit aucune différence, soit une diminution des performances pour le régime cétogène. Les auteurs de cette présente étude concluent que, malgré la popularité du régime cétogène dans le monde de l'endurance, les résultats limités et hétérogènes interdisent des conclusions définitives concernant l'efficacité de ce régime pour la performance en endurance. Presque aucune étude n'a pu mettre en évidence l'efficacité d'un régime cétogène sur les performances. Les résultats suggèrent plutôt un avantage pour les régimes riches en glucides. Les auteurs précisent également que d'autres essais randomisés sont nécessaires pour mieux comprendre les effets potentiellement nuancés d'un régime cétogène sur la performance d'endurance. Les chercheurs peuvent également envisager d'explorer l'impact de la génétique, de la récupération, du type de sport et du sexe dans la modération de l'influence de ce régime sur les résultats de performance. Allez, dernière méta-analyse de 2021 et la plus récente à l'heure où je tourne cette vidéo, qui s'est également intéressée aux effets du régime cétogène sur les capacités aérobies et les performances en endurance. Après recherche et sélection, les auteurs ont sélectionné 10 études robustes pour leur méta-analyse. Les 10 études sélectionnées ont étudié les effets d'un régime cétogène sur le VO2 max, la vitesse de course, la fréquence cardiaque maximale, le quotient respiratoire, permettant de mesurer l'oxydation des glucides et des lipides, et le RPE correspondant à la perception de l'effort. Ces études comparaient ces marqueurs entre un groupe cétogène et un groupe contrôle. Les régimes cétogènes étaient composés de moins de 10% de glucides et de plus de 60% de lipides, alors que les groupes contrôle étaient composés de 40% de glucides ou plus et 40% de lipides ou moins. Les deux types de régimes offraient le même nombre de calories journalières et la plupart des interventions duraient 2 à 6 semaines. Les analyses n'ont révélé aucune différence significative entre les deux régimes sur les marqueurs du VO2 max, sur la vitesse de course, sur la fréquence cardiaque maximale et sur la perception d'effort. Il y avait cependant une très forte hétérogénéité dans les résultats, donc ce n'était pas une moyenne identique pour tous les athlètes. Certains avaient une amélioration et d'autres non, voire même une diminution des marqueurs de performance. Les analyses ont également révélé une différence significative sur le ratio d'échange respiratoire en faveur des groupes régime cétogène, ce qui suggère que les athlètes du groupe régime cétogène utilisaient mieux les lipides que celles du groupe contrôle. Mais ça, on le savait, et malgré cette meilleure utilisation de ce substrat, ça se traduisait pas forcément par de meilleures performances. Cette méta-analyse montre alors que le régime cétogène ne semble pas améliorer les marqueurs de performance aérobie comme le VO2 max, la vitesse de course, la fréquence cardiaque maximale ou encore la perception de l'effort. Et enfin, je conclus avec cet avis, qui nous dit que oui, les régimes cétogènes à faible teneur en glucides améliorent l'oxydation des lipides, il existe des preuves solides de cela, même après quelques jours seulement de régime cétogène, mais qu'on ne peut pas dire qu'ils sont l'avenir des sports d'endurance d'élite, et la boucle est bouclée, j'ai répondu à la problématique de cette vidéo. L'auteur conclut également sur le fait que la périodisation d'un régime faible en glucides avec des périodes de forte disponibilité en glucides pourrait offrir des avantages sur la performance, là où le régime cétogène seul coince, surtout pour les plus hauts niveaux d'intensité, mais que la recherche actuelle n'a pas encore trouvé d'avantages. Affaire à suivre donc, même si, de vous à moi, je ne pense pas que ça va beaucoup évoluer car la recherche sur le sujet dure depuis plus de 20 ans. Mais bon, ça peut quand même évoluer, notamment en menant pourquoi pas des protocoles sur de plus longues durées. Le problème, c'est que mener ce genre de protocole sur une saison chez un athlète d'élite, eh bien c'est compliqué, parce qu'il y a forcément un risque de baisse de performance qui est bien plus contraignant que sur un protocole de quelques semaines seulement. La question à vous poser maintenant, c'est avez-vous envie de faire tant de sacrifices pour un régime qui n'a pas encore montré ses preuves sur l'endurance dans la recherche scientifique? Je ne sais pas vous, mais moi, je vais continuer à manger des pizzas. La littérature nous fournit donc pas mal de données montrant qu'on a des résultats très hétérogènes avec des athlètes qui réagissent bien et d'autres vraiment mal, mais que globalement, le régime cétogène, même s'il offre une capacité à mieux utiliser les graisses, n'offre pas d'avantage sur la performance en endurance. Par ailleurs, la question d'adopter ou non un régime cétogène n'est pas à se poser tant que l'entraînement n'est pas optimisé et que l'on ne recherche pas la performance. Beaucoup se mettent en tête d'adopter ce régime alors qu'ils n'ont même pas de base une alimentation adaptée à leur discipline par ailleurs. L'alimentation, c'est pas magique. Sachez que je n'avais aucun a priori avant de mener les recherches pour cette vidéo, c'est-à-dire que je n'ai aucune préférence personnelle sur tel ou tel régime. Mon but dans cette vidéo, et toutes les autres, n'est pas de vous donner mon avis personnel, mais de vous exposer les données de la science, et cela peu importe si ça va à l'encontre de ce que je fais actuellement. Sachez également que je m'en fiche pas mal de me mettre des marques ou des personnes à dos, je ne suis pas là pour vous raconter des conneries moyennant rémunération, je suis là pour vous exposer la science. Ma réflexion de ces recherches m'amène donc à penser que le régime cétogène est un peu surcoté, et
mérite pas cet engouement général, car globalement, il y a plus de risques de dégrader les performances que de les augmenter. Et en plus de ça, il est très contraignant. La science s'accorde cependant à dire que la cétoadaptation améliore l'oxydation des lipides et dégrade celle des glucides. Je n'ai pas étudié dans cette vidéo l'impact du régime cétogène sur d'autres objectifs, notamment l'optimisation du poids corporel. Il semblerait que le régime cétogène puisse aider à la perte de poids et la perte de masse grasse. La question à poser serait, qu'en est-il en comparaison à un régime classique où on applique simplement un déficit calorique? Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, vous faites ce que bon vous semble avec votre expérience, votre vision, votre réflexion et vos connaissances, mais aujourd'hui, si un athlète vient me voir en consultation et me demande ce que je pense du régime cétogène, je lui expliquerai tout ce que je viens de vous dire et lui déconseillerai. Et qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai envie de tester pour vous, mais pas demain. Quoi qu'il en soit, faites-vous accompagner par un professionnel qualifié si vous souhaitez des conseils personnalisés et adaptés à vous. N'hésite pas à me suivre sur Insta, c'est là où je partage chaque jour du contenu gratuit sur la nutrition sportive. Et puis si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire pour me dire si t'as aimé et si t'as envie que j'aborde d'autres sujets sur ce format de vidéo. Ça fait toujours plaisir car je passe énormément de temps pour la recherche et la conception de mes vidéos. Allez, je te dis à plus sur les réseaux ou sur les sentiers.